Bonjour et bienvenue dans Grand Angle. Dernière journée parisienne pour nos 11 jeunes avant de partir en Avignon où le festival bat son plein. Au programme de ce nouvel épisode, un monument de taille, la Tour Eiffel, une visite qu'ils ne sont pas prêts d'oublier et vous non plus d'ailleurs car vous allez le voir. Le guide qui leur a fait découvrir la vieille Dame de Fer est un personnage étonnant. Là, elle tape la Cosette, elle fait la queue pour... Elle fait la queue. On va aller balader dans les magasins. Énorme, ouais, ça va changer. La part énorme. Mais là, oui, mais elle est belle, ça fait drôle de l'avoir rentrée. C'est un lieu mythique de Paris, c'est normal. C'est un lieu incontournable. Mais c'est comme si c'était l'emblème de Paris, quoi. C'est l'emblème de Paris. Enfin, si tu crois que ça ressemble à un coq, la France... Mais non, mais... Le coq, il est à Gustave Eiffel. Voilà, Gustave Eiffel. Gustave, ça fait bel anglais et du courage. Amélie, passe-toi. D'accord. Il vient voir les gens. Ah non, mais j'hallucine. C'est un gros hamster géant, il l'en jette quand il était petit. Peut-être que c'est un cora et puis quand la municipalité va passer ça pour un animal de chien. L'enculé pas tellement. Il n'a pas peur. Alors, dans ce voyage, le fait de visiter la Tour Eiffel, c'est vraiment... C'est comme si, ça y est, j'ai visité Paris, quoi. Quand on parle de Paris, de la France, c'est tout de suite la Tour Eiffel. Donc, si tu viens sur la Tour Eiffel, ben voilà, maintenant tu peux aller te balader partout, tu peux même rentrer chez toi, tu peux dire que tu as vu la France. Alors, chers amis, donc, c'est bienvenue, ça tombe bien que vous soyez là. Vous êtes là pour l'anniversaire d'une dame particulièrement célèbre, j'espère que vous étiez au courant. Non. C'est la... Non. Non. Bon, en même temps... C'est l'anniversaire de Lémonie Béruze. Qui c'est? C'est mon épouse. Attendez, elle est au 2e étage. Elle est au restaurant Le Jules Verne, elle fête son centenaire. Cette personne, on l'a surnommée la belle dame du Champ de Mars. Et oui, parce qu'elle est célèbre dans tout Paris et son destin a été lié à celui de la Tour Eiffel. Vous avez des porte-bonheur, vous? Je crois que vous avez un petit porte-bonheur là. Oui. Vous avez des porte-bonheur, hein? On a souvent des petits porte-bonheur. Ouais. Eh bien, la porte-bonheur de Lémonie Béruze et de moi-même, c'est la Tour Eiffel, tout simplement. Parce que c'est grâce à la Tour Eiffel qu'on s'est rencontrés. Hein? Oh, salut les collègues! Regardez, les collègues aviateurs. Alors, justement, j'en profite. Alors, je suis Antonin Béruze, je suis pilote d'avion. Voilà, hein, vous avez remarqué. Je suis un explorateur. Alors, j'aime bien découvrir des nouvelles contrées, comme chez vous. Hein, vous venez de Nouvelle-Calédonie? Si, oui. Hein, c'est ça? Ah oui, moi j'y suis allé. Qu'est-ce que vous croyez? Oui, bien sûr, c'est vrai. C'est très beau. Ouais. C'est un beau rocher. C'est un bien beau rocher. Un beau caillou. Et Monaco, on appelle ça le rocher aussi, c'est pas péjoratif. Non, nous, ça veut dire que c'est une île. Oui, mais nous, c'est le caillou. Je sais bien que c'est le caillou, mais moi je préfère dire que c'est un beau rocher, parce que le caillou, c'est petit caillou. Oui, mais alors, parce que c'est petit. C'est quand même assez grand. On l'aime bien notre Alors petit moi, caillou. Voilà, justement, quand j'y suis allé, j'étais vachement surpris parce que c'est très volcanique, c'est beaucoup de végétation, c'est très luxuriant, j'aime bien. Vous êtes trempé avec le Vanuatu? Non, c'est pas volcanique du tout. C'est pas volcanique chez nous? Ah, c'est pas volcanique chez vous? Ah bah non, c'est sûr que c'est pas volcanique. Non. Ah bah non. Et ça résulte de quoi alors? Ça résulte de quoi? Dites-moi. Il n'y a pas de volcan. Mais j'ai pas dit qu'il y avait un volcan. J'ai dit que c'est d'origine volcanique. Ah ok, d'origine. J'ai pas dit que c'était un volcan. Oui, d'accord, ok. La Réunion, c'est un volcan. Ah, ok. Mais vous, c'est d'origine volcanique. Ça résulte d'un plissement tectonique. Alors, écoutez ce que je dis. N'écoutez pas ce que vous avez envie d'entendre. Écoutez ce que je dis. Il s'en sort bien. Alors, quand la Tour Eiffel a été construite, c'était en 1889. Imaginez, il n'y avait pas d'aviation à l'époque. Ouais. Pas d'aviation. En revanche, notre histoire commence en 1932, juste avant la création d'Air France, et à un moment très particulier dans l'histoire, et vous allez comprendre pourquoi. Mais dès le début, la Tour Eiffel a fasciné tous les gens. Pourquoi? Parce qu'en 1889, elle a été construite pour l'exposition universelle. Oui. Et pourquoi cette exposition universelle? Parce que c'est une exposition qui marquait le centenaire de la Révolution française. 1789, 100 ans, 1889, exposition universelle, construction de la Tour Eiffel. Et ensuite, 1989, bicentenaire de la Révolution française. Défilé sur les Champs-Élysées, Jean-Paul Goude, etc., etc. Et quand la Tour Eiffel est construite, il n'y a pas d'aviation et vous n'avez quasiment personne qui est allé en altitude. Quelques personnes vivent à la montagne, mais les Parisiens n'ont jamais vu le sol depuis les cieux. Jamais.
Jamais, jamais, jamais. Donc quand la Tour Eiffel est ouverte, en l'espace de 6 mois, elle accueille pratiquement 2 millions de visiteurs. Mais pour beaucoup de gens, c'est inconcevable de monter si haut. Pourquoi? Parce que les progrès de la science et de la médecine ne sont pas aussi importants et les gens sont persuadés qu'en montant à 300 mètres d'altitude, ils vont étouffer, qu'ils vont s'asphyxier. Parce qu'ils n'auront pas assez d'air en haut. Et oui, mais oui, on n'avait pas les mêmes connaissances à l'époque. Ben voilà, c'est tout. Donc il y a beaucoup de gens qui sont un petit peu, ils rechignent à monter en haut, puis finalement ils y vont. Et c'est un grand succès, un énorme succès. Mais elle a toujours fasciné les gens. Et c'est quand même un sacré viaduc. Vous imaginez, pour des gens qui n'ont jamais vu la Terre depuis le ciel, c'est une occasion unique quand même. Paris, c'est magnifique. Paris, on peut lui donner beaucoup de noms. La ville de l'amour, la ville de ville de lumière et tout. C'est gigantesque, Paris. Il y a un petit côté nature, un côté ville, c'est magnifique. Et Paris, ça fait rêver. Ça fait vraiment rêver, quoi. Donc ça me donne vraiment envie de revenir pour continuer la visite, même si c'est pour l'école, mais je me permettrai encore de venir visiter la Tour Eiffel, même si c'est magnifique Paris, c'est magnifique, il faut revenir, c'est waouh. Tout en bas de l'escalier, vous m'attendez en bas. Ah bah oui, bah toi tu choisis la facilité, c'est sûr. Pour embêter le monde, il n'y a pas mieux. Only my group. Non mais il est gentil, Voici à quoi ressemble un émetteur radio. C'est-à-dire qu'il faut une pièce entière. Imaginez votre chambre ou votre séjour, votre cuisine. Eh bien, il faut tout cet espace, tout ce volume pour y installer un émetteur radio. Aujourd'hui, un émetteur radio, ça tient dans un petit cube de moins d'1 centimètre sur 1 centimètre, puisque maintenant on fait des émetteurs radio qu'on peut, ou des récepteurs qu'on peut mettre dans le creux des oreilles. On a des choses miniatures. Vous voyez, un émetteur radio, c'est tout petit. À l'époque, il faut une pièce entière. C'est énorme. Alors ça chauffe. Ça chauffe. Il y a des ventilateurs. Ça consomme une quantité d'énergie électrique incroyable. Regardez les interrupteurs. Ce ne sont pas des interrupteurs, ce sont des coupes-circuits à poignée. Tellement il faut de la puissance électrique pour faire marcher ce bazar-là. Vous avez des variateurs de puissance un peu partout. Et il n'y a pas de microphone. Vous remarquez par exemple que ce monsieur-là, il n'utilise pas de microphone, mais un cornet acoustique. Un peu comme le professeur Tournesol, qui lui le mettait dans l'oreille. Ah ouais. Et alors ça, eh bien, ça fait de la chaleur, mais surtout ça fait beaucoup de bruit. Beaucoup de bruit. À tel point que cette installation radio, à l'origine, elle est au pied de la Tour Eiffel, dans une petite cabane, et elle fait tellement de bruit que les voisins se plaignent. On ne peut pas dormir la nuit, on ne peut pas faire la sieste la journée, on ne peut pas se balader tranquillement. Quand on descend dans les jardins, ça crépite. C'est affreux. Donc la mairie de Paris, pour tranquilliser le beau voisinage du 7e arrondissement et du 15e arrondissement, qui sont quand même les catégories socio-professionnelles les plus élevées, qui sont des électeurs qu'il faut ménager, décide de creuser ce bunker et d'y installer l'émetteur radio qui va être mis dans une pièce derrière ce mur-là. Très exactement, une salle un petit peu sur la gauche. Là. Il va être installé sous terre et donc le voisinage va retrouver sa tranquillité. On dirait des feux d'artifice. On dirait surtout les bruits des détonations de l'armement pendant la Seconde Guerre mondiale. Et quand je vous disais que le bunker a servi notamment pour les mouvements de la résistance à Paris, c'est pas pour rien. Et voyez ce bruit-là, pour moi, il évoque ça. Cathy! Mais crie pas! Je suis à côté de toi, Simone. Simone! Mais crie pas! Mais parlez, on entendait quand même. Tu m'entends? Être sur la Tour Eiffel, c'est magique parce que moi, la première chose quand on me parle de Paris, c'est tout de suite la Tour Eiffel. Parce que quand on parle de Paris, bah, tout le monde se dit ouais, la Tour Eiffel, la Tour Eiffel. Bah, maintenant, j'y suis. Alors, ouais, ça me fait tout drôle d'être sur la Tour Eiffel. En plus, on est passé un peu devant tout le monde parce qu'on avait notre guide. Tout le monde nous regardait genre, hey, mais pourquoi il dépasse? On était un peu genre VIP. Et surtout, non, mais être sur la Tour Eiffel, mais c'est un truc de ouf, quoi.
Notre guide il nous a expliqué un peu comment elle a été construite, les histoires qui se sont créées qui se sont faites par rapport à la Tour Eiffel. Et puis mais tu te dis mais purée, mais t'arrives même pas à comprendre quoi. La Tour Eiffel compte au total environ 2 500 000 rivets. Chaque rivet est fabriqué à la main. Pourquoi? Parce qu'un rivet doit être forgé au marteau. Et je vous l'explique, ça vous servira si vous montez à la tour. Gustave Eiffel faisait un assemblage partiel des pièces de la tour dans son usine à Levallois-Perret, c'est en banlieue nord-ouest. Et une fois que les pièces étaient assemblées partiellement, elles arrivaient par bloc, ici, de plusieurs pièces. On les mettait en place, on les montait avec des treuils et des poulies, on les mettait en place. On vissait avec des écrous et des vis, donc on mettait des boulons. Une fois que c'était en place, on enlevait les boulons un par un, et à chaque fois qu'on enlevait un boulon, on mettait un rivet. On enlève un boulon, on met un rivet. Et pour fabriquer un rivet, il faut être environ 4 personnes. Voilà! On descend! On écoute les Alors ici, vous êtes dans la machinerie de la Tour Eiffel. Oh, c'est une machine formidable. Et même si vous n'aimez pas la mécanique, rien du tout, vous allez voir le truc. Alors, regardez bien. Là, vous avez 3 grandes roues. Là. Vous voyez les 3 grandes roues rouges? Oui. Tout à l'heure, quand elles vont se mettre à tourner, vous remarquerez que celle qui est vers nous est la plus lente, celle du milieu tourne à vitesse moyenne, et celle qui est la plus éloignée de nous, c'est la plus rapide. Alors attendez. Oh, ça folle pas. On a le temps, là, les gars. Alors. Voilà, alors, vous remarquerez une chose, les plus malins d'entre vous et les plus malines ont remarqué qu'il y a 2 machines identiques. Donc la moitié du groupe peut aller regarder de l'autre côté, la moitié peut regarder ici. Pour les 2 cabines d'un seul ascenseur, vous avez 2 machineries. C'est donc doublé. Sur chaque machinerie, vous regardez, vous avez 3 câbles. À chaque fois, vous avez 3 câbles. Ensuite, les pompes ont toujours été électriques, mais dès le départ, on s'est dit que s'il y avait une coupure d'électricité, ça poserait problème. Donc, dès le départ, les ingénieurs d'Eiffel ont eu l'idée d'installer une pompe de secours qui est dans un autre pilier, qui n'est pas ici, qui est complètement séparé et qui est à essence. Donc s'il y a une coupure d'électricité ou s'il y a une inondation, admettons qu'il y a une inondation ici, eh bien c'est le motopompe de secours qui démarre automatiquement. Et il est testé tous les jours par un des 50 techniciens. Tous les jours, il y a 50 techniciens qui bossent ici, des collègues qui sont là en dessous. Alors, on en voit passer de temps en temps, ils ouvrent les portes de service, ils descendent par les escaliers. En dessous de nous, là, juste en dessous là, vous pouvez voir un établi. Il y a un établi avec des outils et tout, ça bosse régulièrement. Il y a des pièces qui sont révisées et tout et tout. Et puis alors, moi, le quiz que j'adore, alors je vais vous poser la question parce que c'est un truc qui m'a toujours épaté. Vous avez un cylindre et vous avez un piston. Ça veut dire que vous avez 2 pièces qui coulissent l'une dans l'autre. Donc il y a des risques de fuite puisque c'est hydraulique. Donc on met un joint. En quel matériau est fait le joint? En plastoc. Caoutchouc? Non. Non, pas du tissu. Il n'y a pas de plastique en 1899. Ah bon, du textile. D'accord, excuse-moi. Eh ben non, j'ai dit tissu, non. Le tissu, c'est du textile. La peau. De la peau, ouais, c'est ça, voilà. Du cuir. Du cuir, bravo, c'est du cuir. Alors, de toutes les pièces qu'il nous a montrées, et celle qui a vraiment retenu mon attention, c'est la machinerie. Parce que pour des hommes, c'est une époque où la technologie, elle montre à peine le bout de son nez, et puis on voit quelque chose, mais vraiment trop. C'est tellement avancé pour leur époque que tu te demandes si c'est pas un truc qu'ils ont emmené du futur ou un truc comme ça, parce que c'est tellement grandiose. Tu te demandes comment, tu te dis mais c'était des vrais génies avant pour pouvoir faire déjà une tour comme ça, la tour Eiffel, et puis la machinerie qui va avec pour les ascenseurs et tout. C'est un truc de fou quoi. Je voulais pas faire d'histoire. C'est rare.
Voilà, c'est un comme ça. On est dessus, les gars. Ça y est, on y est. Oui, mais si vous filmez en vertical, sur la télévision, ça va poser problème. Ah, voilà. Alors déjà, j'ai eu super peur. J'ai eu trop peur de monter. L'ascenseur il est monté et tout. J'ai commencé à m'approcher de notre accompagnateur. J'ai commencé à avoir peur et tout. Oh là là. On allait monter haut, 115 mètres quand même. C'est quelque chose. Donc je me dis, avec les escaliers, c'est horrible. L'ascenseur encore, ça allait. Mais ça faisait peur, c'était horrible. L'ascenseur, c'était horrible de monter, de voir la distance qu'on a avec les personnes en bas. Ils sont minuscules à côté de la Tour Eiffel. C'est extraordinaire. Tu te rends compte, je vois jusqu'à là-bas. Là. On est déjà parti là-bas là? Ah, c'est pas là où Je pensais que Paris c'était plus petit en fait, mais quand tu montes sur la Tour Eiffel, tu vois que c'est plus grand, ça va plus loin en fait. Ben, en fait, je me dis maintenant, je comprends pourquoi on prend les métros, parce que là, marcher dans tous les quartiers ici, là, ça doit être vraiment fatigant. Déjà nos journées, là, c'est fatigant en métro, mais en marchant, ça doit être encore plus. Sinon, c'est très joli. Accompagné de l'hémonivérus que la visite spectacle se termine. Voilà, je vais vous laisser quelques instants, et après pour des raisons de sécurité, des impératifs Putain, ils ont mis. Je vois la fenêtre. La fenêtre de l'autre immeuble en face. peu de choses finalement. Ouais, mais je bouge trop, j'arrive pas à stabiliser. C'est la fin, on part demain pour prendre le TGV pour aller à Avignon. Ça fait que là, le dernier jour, on a visité la Tour Eiffel. Quand on est monté, on a regardé, puis c'est magnifique ici. C'est une vue qu'on peut voir nulle part ailleurs. Même en Nouvelle-Calédonie, tu peux monter sur la plus haute des montagnes, mais tu verras jamais ça en fait. Ouais, ici, on voit tous les arrondissements en fait, mais c'est joli. D'en haut au deuxième aussi, c'est très joli. Là, on est au premier étage seulement. Mais sinon, pour nous, c'est comme moi, je suis jamais venu ici à la Tour Eiffel, mais c'est une nouvelle expérience aussi. Ça permet de voir de nouvelles choses. Puis là, je vois la tour Montparnasse là-bas. Je l'avais vue juste en film en fait, avec Eric et Ramsey. Mais elle est très jolie, elle est très haute aussi. Ça ressemble comme ça. On dirait qu'il y a un bec de canon. Get up, fire, right. Get up. Attends, je me baisse. Oh Ça, il fallait filmer, hein. Oh mes filles, vous êtes adorables. Oh mais écoute, c'est pas possible. Wow. Avec une carte, madame. Une carte, merci. Merci pour ce rêve que vous nous offrez. Waouh. Avec toute notre reconnaissance, Laurie, Josiane et Ça, c'est Raja. Alors ça va lui faire du bien ce soir. Ah là, je suis soulagée. Moi, je fais ça. Ah bah écoute, franchement, waouh. Josiane, avec son pot de corps. Fais attention à ton estomac, parce que c'est un peu acide. Hein. Ça va, Non, mais moi, un bocal comme ça, il n'y a pas de... Oh non, mais merci. Je suis très touchée. De rien. Très touchée. Moi qui pensais que vous aviez une bouteille de whisky là. Non, madame, sinon, elle ne serait pas en train de se cacher comme ça. Ouais. Ça prend ça sur la route. Mais non. Oh là là, les filles, ça c'est très touchant. Très touchant. Magnifique, merci. Ah ouais, c'est très touchant. C'est pour ça qu'on est venu en dernier, on a attendu que vous sortez du magasin pour pas que vous voyez. D'accord. Oh, c'est trop mignon. On a... Oui, elle sent bon. Oh là là. C'est-à-dire qu'il faut que je range tout. Hein. Oh, la flemme. Mais non, c'est pas grave, moi j'ai ma poche, je fous ça dedans, je comprends ce que c'est fou. T'as commenté. C'est bon. Moi j'ai pas compliqué la vie.
Je prépare mes valises pour aller à Avignon. Demain, on prend le TGV. Donc voilà, ordonner un peu tout ça. Et on va aller au Festival d'Avignon, un des plus grands festivals de théâtre au monde. Et à l'occasion, on va jouer aussi. C'est notre dernier jour à Paris. Paris, c'est pas pour moi, surtout parce que j'aime pas la ville. Ici, il y a vraiment trop de monde, la mentalité elle est trop différente. Les gens, ils sont agressifs, ils sont pas souriants, ils aiment pas dire bonjour. Et puis, il n'y a pas de nature comme la nôtre chez nous, quoi. Bon, après, c'est sûr que les métros, quand ils vont venir chez nous, ils vont se dire « Ouais, c'est la brousse et tout ça. » Ouais, mais ils respirent chez nous, hein, parce que ici, c'est pas évident de respirer ici. Genre ici, je crois que c'est vraiment trop pollué parce que depuis que je suis arrivée, le premier jour que je suis arrivée, je me suis rendu compte que mon œil gauche, il devient de plus en plus rouge. Et bah, je me suis inquiétée d'abord, je me suis dit mais comment ça se fait tout ça? Et puis là, bah, ils m'ont dit mais non, ça doit être à cause de la pollution et tout ça. Et mes yeux ils sont en train de devenir de plus en plus rouges et ça commence à me donner la migraine là. Alors, vivement qu'on rentre au pays que je respire de l'air pur un peu. Ou même à Avignon, je pense que ça va être bien. On va péter les blancs. Qu'est-ce qui se passe ça? Il est fatigué d'attendre, n'aime pas trop ça. Il préfère jouer. Ben là, je n'ai pas trop compris. Avant que ça soit annoncé dans le haut-parleur, nous on est au courant. Donc on est tous dans le wagon. Non, on est dans la voiture tous, mais on doit s'aligner à la Boisgé et je crois que... Ouais, un truc comme ça. Ah oui, c'est ça. Ouais, ben on y va parce que vu qu'on s'en avance comme ça, on va pas se faire chier à faire la queue. Et on est en première classe. Les places aussi. Ah ben c'est des... Elles sont spacieuses, ouais, elles sont spacieuses. Il y a même une petite table et tout, une petite lampe. Ah, le meilleur c'est qu'il y a une prise. Il y a une prise. Ah, il y a une prise en première, ouais. Pas en second. Ah, c'est super. Tu peux brancher les appareils et tout. T'as la grande classe et tout là. Ah, même le commandant qui passe comme ça là, genre il te salue et tout et puis pas. Le commandant de bord. Ouais. Non mais tu vois pas ça en seconde classe, c'est sûr. Ah mais bah, tu m'étonnes, ça m'étonne pas. C'est sûr que le cockpit il doit être au-dessus aussi. Donc c'est bon, il faut qu'il passe par la première classe pour rejoindre son... Je suis très contente, on va prendre le TGV pour la première fois. On va faire comme Didier dit, on va voir les vaches au loin, que des points blancs en paysage, mais c'est pas grave. C'est des points blancs. Donc voilà, on va attendre la personne que le train démarre et après je vais remonter faire mes leçons. J'ai sorti mes affaires, faire mes leçons. Ouais. On va s'occuper autant qu'on peut pendant 3 heures de train. Alors, au niveau des places, donc je faut bien changer les sacs. 73. Par contre, il faudra qu'on aille faire des tours de temps en temps en bas, madame. 74. Ouais. Non, parce qu'on a mis nos valises en bas. Il n'y a pas assez de place, c'est trop long. Je vous rappelle de faire attention à vos effets personnels, bagages entreposés sur les plateformes, même à côté de vous sur les banquettes. Nous avons malheureusement des pickpockets dans nos gares. Ça y est, on a regagné notre place dans le TGV. On va bientôt partir pour Avignon. J'espère qu'on va pas changer de train, parce que comme c'est pas encore décisif les places. Et puis on est super bien installés, on est en première classe. Donc j'espère que le voyage va bien se passer. Ouf. Et voilà la suite au prochain épisode avec la découverte d'Avignon en plein festival. Un numéro à ne pas manquer. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.